Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français depuis plus de 20 ans et créateur du French Club, le club de français 100% en ligne. Une fois par mois environ, j'anime le podcast en français facile, c'est-à-dire un français qui est accessible à partir du niveau B1, le niveau intermédiaire. À chaque fois, j'aborde un thème qui concerne la langue et la culture française ou francophone, et c'est très précisément de langue française et de francophonie que je vais te parler aujourd'hui. Peut-être que tu as vu cette publication qui est sortie un petit peu partout dans les médias, qui annonce que le français est désormais la quatrième langue du monde et aurait dépassé l'espagnol. Cette information est très surprenante. Est-elle vraie? Avant de continuer, je te rappelle que si tu veux avoir accès au PDF avec la transcription, avec le vocabulaire de ce podcast, si tu veux également des activités interactives, complémentaires et plein d'autres avantages, tu peux venir nous rejoindre au Club de français en ligne. Je te laisse le lien dans la description de ce podcast. Le français a-t-il dépassé l'espagnol? C'est en tout cas ce qu'affirmait une publication sortie la semaine dernière à l'occasion du 20 mars, la journée internationale de la francophonie. Il s'agissait d'une publication du journal Le Figaro qui expliquait que la langue française serait désormais plus parlée que la langue de Cervantes. La langue de Cervantes, c'est-à-dire l'espagnol. Mais en réalité, il s'agit d'une fake news. Bon, d'ailleurs, si on veut parler en bon français, on ne dirait pas fake news, mais plutôt infox. Infox, c'est un mot valise formé de information et intox. Une infox, une fausse information. En réalité, la plupart des Français utilisent l'anglicisme fake news. Donc tu peux dire les deux, fake news ou infox. C'est toi qui choisis. Alors pourquoi un journal comme Le Figaro, qui est réputé pour son sérieux, c'est un journal de référence en France, pourquoi a-t-il publié cette information? Je ne sais pas. Bon, en réalité, Le Figaro, il s'appuie sur un rapport très sérieux qui est publié tous les 4 ans par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, sur l'état de la langue française dans le monde. Et ce rapport dit une chose vraie, le français n'a jamais été aussi parlé dans le monde qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de locuteurs français qu'aujourd'hui. On compte maintenant 396 millions de francophones, c'est-à-dire presque 400 millions de francophones. Ce qui fait du français la quatrième langue la plus parlée sur la planète, derrière l'anglais, le chinois mandarin et l'espagnol qui reste devant le français. D'ailleurs, je reviendrai sur l'espagnol à la fin de ce podcast, c'est très intéressant. Donc le français reste derrière l'espagnol. En revanche, selon ce rapport, le français aurait dépassé l'arabe standard. Mais la langue de Molière, c'est-à-dire le français, est également la troisième langue dans le monde des affaires, la quatrième langue sur Internet et, important, c'est la deuxième langue la plus apprise comme langue étrangère, bien sûr derrière l'anglais. Donc oui, le français est en plein boom. Ou plutôt, devrais-je dire, il est en pleine ascension. Un seul chiffre pour te donner une idée, en seulement 4 ans, c'est-à-dire entre le rapport de l'OIF 2022 et celui de 2026, en seulement 4 ans, le nombre de francophones dans le monde a augmenté, écoute bien, de 75 millions
de personnes, 75 millions de personnes en 4 ans. C'est l'équivalent, plus ou moins, d'un pays comme l'Allemagne. En 4 ans, la population francophone a augmenté de la taille d'un pays comme l'Allemagne. Bon, après vérification, l'Allemagne, c'est 83 millions d'habitants. Je suis professeur de français, pas de mathématiques. On n'est pas à quelques millions près. Mais 75 millions, c'est quand même beaucoup. Mais attention, avec ce genre de classement que l'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, il faut se méfier. En français, on a une expression que j'aime beaucoup, que tu peux retenir, c'est « il ne faut pas mélanger les choux et les carottes ». Il ne faut pas mélanger les choux et les carottes. Ça veut dire qu'il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Parce qu'avant de compter le nombre de francophones, il faudrait définir ce qu'est un francophone. Dans son rapport, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, propose une définition très très large. Je cite, « est francophone, toute personne capable de communiquer en français, à l'oral ou à l'écrit. » Autrement dit, une personne peut être considérée comme francophone même si elle utilise le français de façon occasionnelle. Et dans beaucoup de pays, notamment en Afrique, le français est souvent la langue seconde, voire une troisième langue. Alors que dans le monde hispanophone, c'est-à-dire le monde où on parle espagnol, le castillan, l'espagnol, c'est la même chose, est très souvent une langue maternelle, utilisée quotidiennement, utilisée tous les jours. C'est la raison pour laquelle je dis que on ne peut pas mélanger les choux et les carottes, parce qu'on compare des choses qui sont un petit peu incomparables. Alors c'est vrai, il ne faut pas mélanger les choux et les carottes. Mais attention, ce que dit le rapport est vrai. La tendance, elle est là. La dynamique, elle est là pour le français. C'est une réalité. Quelle que soit la façon dont on compte les francophones et quelle que soit la définition d'un francophone, le français est une langue en pleine expansion. Emporté par la dynamique de la démographie africaine, aujourd'hui, environ 150 millions de francophones ont moins de 15 ans. Et d'ici 2050, ils seront plus de 220 millions de francophones de moins de 15 ans. Autrement dit, le français, c'est une langue à la fois très jeune et très dynamique. Alors, il est important de savoir que cette croissance, elle ne se produit pas partout de la même façon. C'est surtout en Afrique que le français est en pleine expansion. Si bien que le centre de gravité de la langue française est en train de se déplacer vers le sud global. Et cela va probablement continuer ainsi les prochaines années. Mais tout ceci n'est pas une surprise. L'Organisation internationale de la francophonie publie un rapport tous les 4 ans depuis plusieurs décennies, et cela fait au moins 20 ans, 30 ans que l'on observe la même chose. Le français progresse, il est de plus en plus parlé dans le monde, boosté par la démographie africaine. Mais alors, peut-être que tu te poses une question. Sans doute que tu as entendu beaucoup de gens autour de toi qui ont l'impression que le français, au contraire, décline, que le français est moins important qu'autrefois. Peut-être que la réponse ne se trouve pas simplement dans les chiffres. Peut-être que le français est de plus en plus parlé, mais qu'il a perdu aussi un petit peu de son influence. Parce qu'une langue, ce n'est pas seulement le nombre de locuteurs, le nombre de personnes qui parlent cette langue. C'est aussi une question de visibilité, de présence dans les médias, la télévision, le cinéma, la radio, Internet. C'est aussi une question de rayonnement
culturel. Ah, rayonnement, c'est un mot que j'aime beaucoup. Le rayonnement culturel, c'est l'impact culturel d'une langue, d'un pays, d'une ville, sur d'autres pays, sur d'autres villes. Tu penses un petit peu aux rayons du soleil qui éclairent toute la planète. Dans les années 50, 60, la langue française rayonnait. Rayonner, c'est le verbe. Le rayonnement, c'est le nom, et le verbe, c'est rayonner. Donc dans les années 50, 60, la langue française rayonnait aussi à travers son cinéma. Les films français s'exportaient partout dans le monde et les réalisateurs de la nouvelle vague, comme François Truffaut ou Jean-Luc Godard, ont révolutionné le 7e art. Le 7e art, c'est le cinéma. D'accord ? Donc ces réalisateurs ont révolutionné le cinéma. À travers ces films, le monde entier regardait la France et, on peut le dire, l'enviait un petit peu. L'envier, on peut dire que certains étaient peut-être un peu jaloux de ce rayonnement. Donc le cinéma français rayonnait, encore une fois, à travers ses acteurs, bien sûr, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Louis de Funès, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve. Mais ces artistes n'étaient pas seulement célèbres. Ils incarnaient tous une certaine idée de la France. Brigitte Bardot, c'était la sensualité, la liberté. Alain Delon, c'était l'élégance à la française. Jean-Paul Belmondo, lui, incarnait l'audace, le panache. Et la langue française était le vecteur de cet imaginaire. Elle ne transportait pas seulement des mots, elle faisait voyager une certaine vision de la France dans le monde. Et c'était exactement la même chose pour la chanson. Il y avait des artistes très connus comme Charles Aznavour, Édith Piaf, France Gall ou encore Claude François qui étaient connus bien au-delà des frontières. Et ils participaient eux aussi à faire rayonner la langue française. Inversement, beaucoup d'artistes étrangers rêvaient de venir en France, de se produire à Paris, de monter les marches du Festival de Cannes. Et si la France, à cette époque-là, rayonnait, ce n'est pas un hasard. Elle était portée par une jeunesse très forte, la fameuse génération du baby-boom, qui avec son énergie, sa liberté, son envie de liberté, sa créativité, a révolutionné la culture, la chanson et le cinéma français. Alors peut-être que tu vas me dire, Jordi, aujourd'hui il existe encore des artistes francophones connus et reconnus au niveau international. C'est vrai, je pourrais citer Jean Dujardin, Daft Punk, David Guetta et bien d'autres encore. Mais cela intervient dans un contexte d'un monde qui est beaucoup plus globalisé. Et c'est vrai qu'il y a toujours des artistes français ou francophones qui sont connus, reconnus, mais ils sont avant tout connus et reconnus pour leur talent. Ils sont perçus comme des artistes internationaux. Ils sont français, mais ils auraient pu être aussi bien espagnols, allemands ou turcs. Et ils représentent moins cet imaginaire français qu'on avait dans les années 50-60. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, le cinéma français s'ennuie. C'est un cinéma qui regarde beaucoup vers son passé, qui est très replié sur lui-même. C'est mon opinion. Donc aujourd'hui, on a des films comme La Môme qui retrace la vie d'Édith Piaf. On a eu d'autres biopics, c'est-à-dire des films biographiques qui peuvent être consacrés au grand couturier Yves Saint-Laurent ou à Serge Gainsbourg. J'ai vu récemment une série sur Netflix qui retraçait la vie de Brigitte Bardot. Bon, avec tous ces exemples, on voit bien que le cinéma français est très nostalgique du XXe siècle.
Et c'est la même chose du côté de la chanson française. Aujourd'hui, on a de nombreuses reprises, de nombreuses réinterprétations des tubes des années 80 ou 90. Un tube, c'est une chanson très très populaire qui passe en boucle à la radio. Donc on a l'impression aujourd'hui, en tout cas j'ai l'impression, moi, qu'aujourd'hui, la culture française, elle regarde beaucoup dans le rétroviseur. Le rétroviseur, c'est cette espèce de miroir que tu as dans la voiture, qui te permet de regarder vers l'arrière. J'ai le sentiment que aujourd'hui, la culture française, le cinéma français, la chanson française regarde dans le rétroviseur. Et pourtant, tout semble réuni aujourd'hui pour qu'émerge un nouvel âge d'or de la culture francophone. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a une industrie culturelle très solide en France, avec des groupes importants comme TF1, Canal+, le groupe Énergie, qui dispose de chaînes de télévision et de stations radio un petit peu partout en Europe. On a aussi TV5 Monde, qui est l'un des plus grands réseaux de chaînes au niveau mondial. Il y a d'autres groupes industriels et culturels comme Universal Music, qui n'est pas français certes, mais qui est très implanté avec beaucoup de studios en France et dont les principaux actionnaires sont français. Donc d'un côté, on a une industrie de la culture et de l'autre côté, eh bien, il y a cette jeunesse francophone très nombreuse, très dynamique, notamment sur le continent africain. Je te rappelle ce chiffre, 150 millions de francophones ont moins de 15 ans. Et dans ces espaces, le français, il se mélange à d'autres langues, il se mélange à d'autres cultures. Et ce mélange, ce grand mélange, eh bien, c'est souvent une source d'une immense créativité. Mais pour l'instant, ces deux mondes sont séparés. Ils restent séparés. On a d'un côté sans doute de très nombreux artistes talentueux francophones et d'un autre côté, une industrie de la culture qui vit un peu sur son passé. Et moi, j'aimerais que le monde francophone regarde un petit peu ce qui s'est passé ailleurs. On voit que cette connexion entre ces deux mondes, elle peut se produire, elle peut se réaliser. Je vais revenir à la langue espagnole, au monde hispanophone. Dans les années 80-90, on entendait très peu de musique en espagnol. On écoutait sans doute de la musique espagnole en Amérique latine et en Espagne, mais pas beaucoup au-delà. Et quand il y avait un groupe qui chantait en espagnol, c'était perçu comme quelque chose d'un peu folklorique, quelque chose d'un peu exotique. Puis, à partir des années 2000, tout a changé. Des artistes comme Ricky Martin ou Shakira ont commencé à s'imposer à l'international. Puis il y a eu toute la vague du reggaeton, avec des artistes comme Daddy Yankee ou aujourd'hui Bad Bunny, ou bien encore la chanteuse espagnole Rosalía qui mélange le flamenco à des rythmes d'Amérique latine ou à de la musique urbaine. Résultat, aujourd'hui, l'espagnol est partout. On écoute de la musique espagnole en France, en Allemagne, en Italie et bien sûr aux États-Unis. Ce qui est très intéressant aussi, c'est l'évolution de la langue. Ce n'est pas l'espagnol de Cervantes. C'est un espagnol populaire qui est très souvent critiqué parce qu'il est jugé simple, répétitif. Mais c'est pourtant cet espagnol-là qui a permis de s'imposer au niveau international. Le meilleur exemple, c'est quand même celui de la chanteuse Rosalía, qui est probablement une personne cultivée. Elle a étudié à l'école supérieure de musique de Catalogne, probablement une personne cultivée, mais lorsqu'elle chante, elle utilise cet espagnol un peu populaire. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces artistes, ils n'ont pas eu peur de mélanger leur langue à de l'anglais et d'utiliser des mots qui étaient des mots populaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en France, quand on allume la radio, on a soit de la musique en anglais, soit en français, soit en espagnol. Et ce qui manque aux Français
pour réussir, je pense aujourd'hui, c'est cette connexion. Parce que, je me répète, la jeunesse et la créativité, la langue française, là. L'industrie culturelle, on l'a également. Ce qui manque maintenant, c'est cette connexion. Alors, on a peut-être des contre-exemples. Je pense par exemple à Aya Nakamura. Il y a eu une information importante l'année dernière, c'est que la chanteuse Aya Nakamura, elle est désormais plus streamée, ouais, c'est le verbe streamer, d'accord, sur YouTube Music que d'autres grandes artistes internationales qui chantent en anglais comme Beyoncé, Ariana Grande ou Taylor Swift. Aya Nakamura a été plus streamée que ces chanteuses populaires en 2025. Et la musique de Aya Nakamura, c'est quoi? Eh bien, c'est de la musique française avec des influences africaines, des influences urbaines, puisqu'elle est née à Bamako, au Mali, elle a grandi à Paris, en France, et elle a réussi avec ça à toucher un public international. Je pense d'une certaine façon que Aya Nakamura, elle est un peu la précurseur de ce qui va, je l'espère, se produire dans le futur. Alors tu peux me dire ce que toi tu penses de tout ça. Est-ce que tu penses que l'industrie du cinéma, l'industrie de la musique devrait davantage se tourner vers ces espaces francophones? Et tant pis si ce n'est pas le français de Molière. Aya Nakamura ne chante pas le français de Molière. Mais peu importe, parce qu'elle permet de toucher un public international. Est-ce que tu penses que le français devrait un petit peu suivre l'exemple de l'espagnol, se tourner vers la créativité de la jeunesse? Ou au contraire, peut-être que tu penses qu'il faut un petit peu préserver la langue, qu'il ne faut pas la dénaturer. Tu peux me mettre tout ça dans les commentaires de ce podcast. J'espère que ce podcast t'a plu. Je continuerai à parler de langue française, de culture française, de la France, de la francophonie dans les prochains épisodes. Je te rappelle que tu peux venir nous rejoindre au Club de français en ligne. Le site internet, c'est www.lefrenchclub, tout attaché.fr. Tu verras, il y a plein de choses. Il y a des cours de français, il y a des podcasts, des PDF à télécharger, des activités interactives super amusantes parce que le but du Club de français, c'est apprendre le français en s'amusant, pour le plaisir. Je te dis à la semaine prochaine, ça se passera sur la chaîne YouTube du French Club parce que chaque semaine, je mets une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube pour t'apprendre le français, pour t'aider à progresser en français. Allez, à très très bientôt.